Chapitre 1. Genèse. Je me réveille brusquement. Nous sommes un samedi, comme des centaines avant, même des millions me semble-t-il. Le soleil n'est pas encore à son zénith. Il est 10 heures, peut-être 11. Mon réveil a cessé de fonctionner depuis plusieurs mois maintenant. 11h26 à ma montre. Je peine à me lever et à verser ces doses de café dans le verre. J'avale 2 pilules. Sort de la banette un restant de pain aussi dur que son osier. Il n'y a plus de confiture. Il faudra penser à se réapprovisionner. Pour le moment, le café se suffit à lui-même, même si cette eau du robinet est de plus en plus acide, de plus en plus blanchâtre, de plus en plus imbuvable. Je tire lentement les rideaux jaunes, ouvre silencieusement la fenêtre et me positionne sur le balcon. Les enfers, comme je les appelle, recouvrent le parking de la résidence. Des hordes d'hommes, de morts vivants ou vivants morts, ont envahi notre paysage. Partout, de Washington à Moscou, de Rio à Sydney, le monde entier est touché par l'horreur. J'entends comme des bruits venant du couloir. Et comment oublier ces jours où tout a basculé. Août 2018. Les journaux télévisuels, les stations radio, le corps médical est rivé sur un fait a priori banal. L'explosion en plein vol d'un avion au-dessus de l'Atlantique. Banal, puisqu'au cours de ces 5 dernières années, plus d'une vingtaine de faits de ce genre avaient été recensés. Petit à petit, les interrogations naquirent, quand un nuage noir comme la nuit se répandait non loin de la zone du crash. Nous, pauvres ignorants et spectateurs pendus aux lèvres de nos décisionnaires, la situation nous intrigua réellement lorsque l'OMS commença à s'en mêler. Aussitôt, ce fut la panique. Oubliez les préoccupations financières et la courbe du chômage en Europe. C'était l'alerte écologique générale. En 10 jours à peine, le ministère de la Santé distribua masques, gants, gel hydroalcoolique et autres produits préventifs à travers le pays. En fournissant d'abord les hôpitaux et cliniques, puis le secteur administratif, et enfin les particuliers. Cela coûta plus de 11 milliards à l'État. Et encore, beaucoup d'entre nous avaient été malencontreusement omis par leurs services. Il fallait être honnête et objectif. Cette massive distribution était très nettement la meilleure des solutions sur le moment. D'autant que pour la première fois depuis bien longtemps, les gouvernements planétaires avaient été réactifs devant l'impératif. À ceci près, ils n'avaient pas envisagé la négligence et la répulsion de la plupart des citoyens. Pourquoi ? Parce que le mensonge politique était devenu le maître mot de leurs actes et pensées. Parce que plus personne ne croyait en une promesse d'un meilleur lendemain. La population était par ailleurs à l'aube d'une révolution civile sans précédent. À écouter les économistes et sociologues, le système s'effondrait dangereusement, et ce depuis trop de temps. La pauvreté s'accroissait de façon exponentielle et inconsidérée. Ce fossé, fruit d'un capitalisme exacerbé, était désormais bien trop grand pour une quelconque réponse réactionnaire. Conclusion de tout ce capharnaüm, certains, dont je fais partie, préférèrent nier l'évidence, croyant en je ne sais quel traquenard budgétaire, ou encore astuce primitive pour une fois de plus prendre les individus pour de simples exécutants. Ceci fut notre plus grande erreur, de n'avoir perçu la vérité dans un lot de facéties, ou comment la loi du mauvais endroit au mauvais moment jouait son premier acte. Aujourd'hui, la rédemption de notre âme n'a plus de prix, car le prix a disparu avec l'histoire. 19 août 2018. Vague de terreur. Le nuage atteint la côte est américaine, l'Afrique et l'Europe. Nous, parmi les premiers touchés, écoutions la sueur au front les nouvelles médiatiques. Attente vaine. Encore aujourd'hui, personne ou presque n'est en capacité de dire de quoi était fait ce nuage toxique, même si son évidence biochimique n'est plus un secret et ne nous préoccupe guère plus.
un petit mois. C'est tout ce qu'il fallut pour voir apparaître les premiers ravages physiques. Symptômes débutants en nausées, vomissements, état fébrile, troubles de la vue, puis ensuite, saignements inexplicables, désordres neurologiques, crises d'épilepsie, paralysie. Tout cela jusqu'au stade critique. Dégénérescence généralisée de toutes les fonctions vitales, cancer foudroyant et métastases soudaines. Les plus fragiles partirent en quelques semaines, nourrissons et personnes âgées comme cible majeure. Au mois d'octobre, nous recensions 500 millions de décès à travers le monde. Chiffre qui allait doubler, puis tripler en 15 jours. Nous enterrions nos connaissances, amis et famille. Moi-même, je vis disparaître mes parents au mois de novembre. Je fis 800 kilomètres pour assister à l'ultime souffle de mon père, qui dans son lit me supplia de mettre fin à ses souffrances. Chose que je ne pus jamais faire. Il gît aujourd'hui auprès du chêne dans le jardin familial. La pelle qui servit à creuser son trou est encore brûlante de mes larmes. Mes frères et sœurs trépassèrent à l'aube de l'année 2019, et au printemps suivant, je fus le dernier. Pâle et horrible constat, chaque survivant a plus ou moins un récit semblable à raconter. Pire, chaque survivant ne sait pas pourquoi il reste, condamné à voir les siens disparaître. Juillet 2019, plus d'électricité. Coupure totale et définitive avec le reste du monde. La batterie de mon portable se déchargea en 3 jours. 3 jours à voir s'écrouler ce que nous avions mis tant de temps à créer. Comble de l'ironie, mes plaques de cuisson étaient toutes électriques, puisque j'avais changé le mécanisme il y a quelques années de cela, me disant qu'ainsi je risquais moins de tomber en panne, et que le gaz était devenu trop dangereux. Du gaz dangereux. Nous en faisions l'intime expérience. Alors, à quoi se raccrocher, nous qui avions tout perdu? Dans ce tableau apocalyptique, aux allures de génocide pour le règne humain, tout n'était pourtant que le commencement. Septembre 2019, les infestés se faisaient maintenant rares, la plupart ayant succombé à ce mal qui les rongeait. Cependant, quelques-uns arrivaient encore à se mouvoir pour survivre au trépas qui les guettait. Ils développèrent bientôt une certaine forme de résistance à cette affection. Au fur et à mesure, leur comportement amorphe s'estompa, laissant place à de l'agressivité. Je vis de mes yeux un infecté écorcher le visage d'un passant avant de s'attaquer aux personnes environnantes. Des milliers d'anecdotes traversaient les oreilles de chacun, prêtant tous les noms à cette nouvelle contagion, dont celle assurément la plus juste, de cannibalisme. L'atroce réalité était à son apogée. Le virus, si on pouvait le nommer ainsi, ne tuait plus, mais transformait sitôt les malades en de véritables fous furieux. L'ennemi était devenu visible. Il avait le visage de notre race. Pris dans ce chaos, je partis de ma région natale et revins dans ce sud qui d'antan me tenait tant à cœur. Je me souviens, c'était un 11 novembre. Plus de 8 heures d'un éreintant trajet, esquivant les dépouilles de voitures et les corps inanimés de mes compagnons. Fuir le passé semblait la première étape pour poursuivre le chemin. Partir, faire abstraction du quotidien et vivre dans l'oubli. Telles étaient mes devises pour pouvoir encore ouvrir les yeux le jour suivant. L'espoir, me direz-vous, avait été banni de notre lexique. Nous avions barré ce mot, ainsi que tous ses substantifs, à l'encre indélébile, laissant sur le bord de la route un autre vocable comme principe: survivre. J'avais maintes fois été un rêveur, travaillant d'arrache-pied pour me voir un jour bercé par la douce illusion du bonheur. Malheureusement, le sort en avait décidé autrement. Jamais remplaçait toujours, sans question ni orgueil. Il fallait bien se résoudre à l'aveuglement et revenir aux fondamentaux de notre espèce. C'est ainsi que je dormis presque 48 heures, une bouteille de whisky comme semblant d'apaisement, et au réveil, un goût d'amertume dans la bouche, la haine du lendemain. Cette sensation ne m'a jamais quitté depuis. J'habitais au numéro 8, d'une résidence mise à neuve en 2013, au premier étage, avec vue sur mon lieu de travail.
une usine spécialisée dans la fabrication de bâtiments modulaires. 5 années passées à construire des murs pour autrui. Maintenant, le reste de la vie sans maison ni foyer. J'étais parti dans la ferme intention de changer de vie. Jusqu'ici, tout se passait merveilleusement bien, jusqu'à cet été 2018. Fallait-il y voir un signe dans ces événements ? C'était en tout cas le discours religieux et divinatoire qui était tenu en guise de réponse à cette agitation qui nous avait frappés. Et si tout simplement, le bouchon avait été poussé un peu trop loin. L'ultra-dominance technologique, sous un couvercle qui ne demande qu'à exploser. L'ultra-synchronisation des hommes envers les autres, au-dessus d'un globe qui ne veut qu'imploser. L'ultra-pouvoir, si usuel. Un brin trop de sécurité et d'assistanat, pour un final en antithèse. La société, qui se voulait créatrice d'êtres bien gentils, parqués dans l'ordinaire, semblait récolter le glas de l'échec. Je ne prétends pas que l'on devait par nature en arriver là. Cela serait bien présomptueux. Mais avec le recul, l'idée me traverse la tête, de plus en plus régulièrement. La figure biblique d'un déluge, modernisé pour l'occasion, et le précepte dubitatif dorénavant certain. Dieu est mort. Je me lève donc ce samedi. Cela fait bientôt 3 ans que je subsiste dans cet appartement de 35 mètres carrés, avec à mon actif quelques principes de base à respecter. Le premier étant le silence absolu. Ni chuchotement, ni même soupir. Rien qui ne pourrait ouvrir l'appétit des mordeurs. Au début, on surveille même le niveau sonore de son ronflement. Deuxième grande règle, savoir se défendre. Un homme faible et non armé est un homme mort. J'avais emporté avec moi les 2 fusils de mon père, accrochés dans son bureau où il servait de décor. Désormais, ils sentent terriblement l'odeur de la poudre. J'avais également emmené un sabre et quelques couteaux, finalement bien plus discrets que les armes à feu, et la durée de vie bien plus longue. Autre règle, ne jamais se trouver à court de munitions, ou alors, à la condition unique de courir vite. D'un point de vue plus général, les déplacements sont à minimiser, et il est préférable de rester allongé et de dormir autant qu'on le peut. Pour ce faire, un passage au rayon somnifère est souhaité. Oubliez les films et feuilletons à la télévision, oubliez les activités sur ordinateur, la musique, le cinéma. Une nouvelle ère d'occupation fut à trouver. Moi qui détestais lire, la bibliographie de Shakespeare fait aujourd'hui office de livre de chevet. Le plus compliqué dans ce journalier était non de trouver la nourriture, mais de la ramener avec discrétion. Un véritable parcours du combattant qui réservait à chaque fois son lot de surprises. Pour ma part, l'épicerie était à exactement 8 minutes de mon domicile. À pied, bien entendu, puisqu'en aucun cas, il ne s'agirait de prendre un véhicule motorisé. Je me souviens avoir essayé, une fois, une seule. Au bout de 500 petits mètres, je vis arriver une vingtaine d'assoiffés, avec la ferme intention de faire de moi leur repas du jour. J'abandonnais toute possibilité de recommencer un tel périple. Pour la petite histoire, heureusement que l'une des portes d'un des bâtiments de la faculté était ouverte. Il faut procéder méthodiquement. Chacun de ces gestes doit être contrôlé. Le regard rivé à la fois au loin et en latéral. Éviter de marcher sur tout élément bruyant. Faire de chaque pas son salut. Ne jamais prendre des chemins inexplorés. En rester à l'habituel et au connu, tout en détaillant assidûment les moindres recoins. Les boulevards et grandes ruelles sont à exclure, bien trop visuels. Les barrières des lotissements, les arbres, les voitures, chaque obstacle sur la route doit faire l'objet d'une analyse. Si par malheur on se fait repérer, il faut alors laisser tomber tout son pactage et apprendre à cavaler sans regarder derrière. Oui, parce que comme moi, vous aviez probablement l'image cinématographique des morts vivants au ralenti, marchant jambes écartées et bras brandis à l'avant. Oubliez ce cliché. Ici, ils courent, dévalent et sautent à la même vitesse que la vôtre. Autant dire que cela ajoute une contrariété aux balades. La vie est devenue un véritable paradoxe, à la fois lente et rapide, comme coincée entre silence et course de fond. Tout cela dans un paysage brouillon et brumeux, un panorama empli de brouillard ambiant, grisé par les cendres des villes. La nostalgie est partout, et pourtant, il ne faut pas bâtir de souvenirs.
J'ai brûlé mes albums de photographie pour que les regrets ne soient pas mon tombeau. Au printemps de l'année 2020, je me liais d'amitié avec un petit groupe de personnes, un frère et une sœur, ainsi que leur cousin que j'avais rencontré par hasard en allant au tabac. Ils logeaient dans le fond d'une vieille fabrique, depuis que le sort les avait obligés à déserter le foyer familial. Nous parlions des nuits entières à se lamenter sur ce présent, échangeant et parlementant sur notre histoire personnelle. Les choses semblaient se passer de la meilleure des manières, jusqu'au jour où l'on retrouva le frère pendu dans ce qui lui servait de chambre. Les deux autres, ne s'en remettant pas, ils partirent sans même laisser un mot. Moi, je tirais ainsi des conclusions supplémentaires quant à la fragilité de chacun, au poids de la mémoire. Plus que jamais je jurais devant l'Éternel de ne point fléchir à la facilité de l'acte suicidaire, et à me battre, au moins pour sauver ce qui me faisait encore subsister, l'orgueil. L'être humain s'habitue à tout, à la transition soudaine, à la solitude, même à la douleur. Quelque temps après cette sale histoire, je me cassais violemment la cheville en trébuchant sur une plaque d'égout, tandis qu'une pluie battante ornait le ciel. Je ne pus aller chercher d'antalgique à la pharmacie, puisque je ne sais pourquoi, les infectés s'étaient donné le mot et gisaient aux alentours de ma demeure. Je dus rester, boitillant et me tordant de douleur, durant 12 jours et 12 nuits précisément, n'ayant qu'une cuillère en bois pour serrer les dents. Les secondes furent également longues lorsque j'attrapai une vilaine intoxication alimentaire. Tandis que les maux de ventre et la fièvre me clouaient au lit, il fallut tout de même prendre son courage à deux mains et trouver les médicaments nécessaires, sous peine de ne voir la prochaine aurore. Et Dieu que ce fut difficile de parcourir le kilomètre de sang qui me sépare de la pharmacie, manquant de m'effondrer à chaque mètre, et ainsi laisser ma dépouille au plus gourmand. En parlant de cela, il faut aussi se familiariser avec les corps et les restes humains qui jonchent le sol. Les âmes sensibles ont dû tourner de l'œil plus d'une fois lors de l'initiation à la découverte de l'anatomie. Moi-même, je ne faisais pas le fier quand le bitume d'un parking laissait suggérer des mares de sang et entrailles à tout va. Fini la poésie, aux ordures les ouvrages de Rimbaud et Baudelaire. L'écume des jours prend un nouveau tournant et ressemble davantage à un excellent Stephen King. Se rendre aveugle, se nouer le cœur avec de la pierre, qui ne puisse sentir d'émotion. Passage prompt du mortel à l'immortel et de l'homme à la bête. Nos amis animaux n'ont d'ailleurs pas été épargnés par le carnage. Cela fait bien des mois que je n'en ai aperçu un. La plupart, les domestiqués, ont probablement été dévorés par leurs hôtes. Et pour ce qui est des sauvages, peut-être se regroupent-ils dans un endroit sûr. Peut-être ont-ils péri. Quoi qu'il en soit, les temps modernes ont fait de nous des barbares. De pauvres guerriers, n'ayant que le refus comme médaille, l'écusson de la rancune au creux des mains, la peur comme sédatif. La peur, elle fait partie de nous, chaque parcelle de notre être en est habitée. Au commencement, c'est un violent frisson qui nous traverse de la tête aux pieds. Puis avec le temps, comme sous l'emprise d'une drogue dure, elle devient ordinaire, agréable même. On quémande sa petite dose avec l'ébauche d'un sourire, rampant sur le sol par crainte qu'elle disparaisse, et avant qu'elle ne nous emporte, si nous avons échoué, à vivre sans. J'ai souvent pensé, et si tout redevenait comme avant, pourrions-nous recommencer? Pourrions-nous, avec distance et désintérêt, reprendre le cours d'une vie normale? Pourrions-nous omettre l'essentiel et retrouver le goût sucré de la liberté? En ce samedi, ces interrogations me hantent. Je ne puis continuer ainsi. En ce samedi, je me réveille brusquement. Je décide de partir. Chapitre 2. La traversée des flammes. Je prépare un maigre sac à dos, dans lequel je place le strict nécessaire. Le kit de survie de l'homme des années 2020. Quelques denrées alimentaires, des habits, une couverture, une lampe torche, des lames et couteaux en tout genre, des médicaments. Le fourniment doit peser 4 kg tout au plus. Cette fois-ci, si je dois courir, je devrais le garder avec moi. Nous sommes le 12 janvier 2021. Voici l'itinéraire que je prévois de réaliser. Point A, cet appartement que je quitte donc, après m'y être installé il y a 6 années de cela. Je laisse derrière moi des heures de sommeil et de lassitude, sans nul remords. Point B, une maison en bord de mer, que mes parents avaient achetée pour une bouchée de pain au début des années 90. J'y ai là-bas
les derniers souvenirs d'un enfant ravi et crédule. J'aimerais plus que tout y retourner. Sentir les doux embruns se défiler le long de mes pommettes, le vent haleter dans les arômes de pinède. Planté dans du béton depuis trop longtemps, je voudrais profiter d'un semblant de bien-être auprès de l'océan. Nous partions tous les étés, pour 3 semaines au minimum. Le programme était assez simpliste. Les courses le matin, le repas du midi vers 15h. Ensuite, nous nous baignions jusqu'à l'épuisement. Il était déjà l'heure du dîner et des veillées tardives. Et voilà, ces réminiscences me plongent dans la lamentation, allant jusqu'à trahir mon code. Voilà ce qui pourrait me faire périr. Cet auto-enseignement qui parfois me fait défaut. Resterait-il somme toute un fond d'humanité en moi? Est-ce que je vaux mieux que ce débris de chair pestiférée et grognant? La question mérite d'être posée. Ont-ils une âme par ailleurs, des images d'antan leur traversant l'esprit? Sont-ils finalement si différents de nous? Cela a pris l'allure d'une obsession au début de la contamination. Les éminents scientifiques, devant l'impasse explicative des phénomènes, se sont scindés en deux. Ceux qui pensaient que ces morts vivants restaient des hommes, dotés de conscience et d'intelligence, puis les autres. À aucun moment leur grandiloquence n'a envisagé l'hypothèse que le virus n'a en définitive qu'exploité les failles d'un système fragile et fragilisé par son temps. Une sorte de croissance concise et accrue des capacités méconnues de l'homme. Ce ne sont ni des morts ni des vivants. Ils sont la concrétisation biologique de nos dérives. Un nouveau départ, un nouveau défi. Ceci est mon opinion. Il est 13h17 lorsque je me décide à franchir la porte de l'appartement. Elle grince et déjà mon cœur palpite d'appréhension. Je fais les premiers pas d'un trajet long de 450 km et que j'estime d'un mois, si toutefois les embûches ne pointent pas le bout de leur nez, ce qui, ma foi, est une utopie des plus folles. Si les événements me sont grés, je devrais atteindre cette côte, le sourire aux lèvres et la sensation achevée d'un repos amplement mérité. J'éviterai les métropoles, bien trop peuplées par l'ennemi, préférant les sentiers et champs éclairés et à perte de vue. J'espère aussi que le climat me sera clément. C'est un détail qui a son importance. La pluie et la brume ne sont pas les bienvenus pour le voyageur. Je ferai très certainement une escale d'un week-end à mi-chemin pour faire l'état des lieux et reprendre ses esprits, si l'on peut le formuler ainsi. 13h44. Premier avertissement. Tandis que je file en direction du périphérique, la maigre allée que j'emprunte fréquemment est habitée par un mort. Premier aléa et premier crochet. Je perds 5 bonnes minutes. Le reste de l'après-midi est calme. Il faut dire que mon rythme est de croisière. Il est 19h, j'ai fait environ 20 km. Le crépuscule devient sombre. Je me trouve alors à une petite maison, n'importe laquelle. Je vérifie brièvement par les fenêtres. Cette dernière semble vide. Je rentre toutefois, l'arme fermement tenue. Ce rituel, je le ferai assidûment à chaque entrée, pour ne pas être bêtement surpris par un inconnu non civilisé. L'humour et l'ironie sont un bon refuge. Je déplie ma couverture dans l'une des chambres, sans regarder les images posées sur l'armoire. Je les rabats même, afin qu'elles ne me gênent pendant la nuit. Simple superstition et fidélité au principe. Je n'utilise pas ma nourriture. Il reste dans les placards de cuisine bien suffisamment pour ce soir et demain matin. Je dois m'endormir vers minuit, c'est le silence absolu dans ce lotissement. Une idée me vient. Pourquoi ne pas suivre les rails de chemin de fer? Au moins l'horizon sera dégagé, de même que sur l'autoroute. Cependant, je me ravise vite, car si l'approche s'avère simple et aisée en termes d'orientation, elle l'est beaucoup moins en ce qui concerne le logement. Je n'aimerais pas dormir à la belle étoile, à découvert, et étant une proie facile. Sur ces pensées, je m'endors. Il est 7h58 lorsque j'ouvre les paupières, au petit matin, mais ce n'est pas plus mal. Je vais pouvoir me remettre en piste sitôt à l'aube, ce qui est une prouesse chez moi. En effet, s'il y a bien quelque chose qui est resté de mon ancienne vie, c'est bel et bien la hantise du lever. Et puis, me direz-vous, par les temps qui courent, il n'y a aucune précipitation à avoir aux aurores, tant le combat diurne contre l'ennui n'est déjà pas une mince affaire. J'ai par ailleurs étonnamment bien dormi pour un premier découchage, ce qui n'était pas non plus gagné au vu de l'attente que je place dans cette excursion. Je ne me précipite pas et m'étire sagement dans mon duvet. Je jette un œil par la fenêtre. Ce silence est affreusement désorientant. Cela fait si longtemps que je n'ai entendu le chant des oiseaux. Ils ont sûrement disparu de la surface de la terre.
Je me remets en marche, avec dans la main des raisins et pommes, même si la faim n'est pas gigantesque. J'ai les bronches un peu irritées, l'excitation très certainement. Alors je m'allume une cigarette. Je me détourne un tantinet de mon plan et prends finalement par les villes. Dans cette matinée, je traverse plusieurs petits villages sympathiques sans même croiser un habitant. Sur les façades de maisons, les panneaux de mairie et volant au sol, on peut apercevoir tout type de mots. Des avis de recherche, des demandes en aide, des photos, des mots d'espoir. C'est affligeant, me disais-je, avant d'envisager cela comme un ultime souffle, une solution finale. Il est midi lorsque j'aperçois un petit troquet en sortie de ville. Je décide de m'y arrêter manger un morceau. Protocole habituel de vérification des lieux. Rien à signaler. Elle devait être fort agréable cette brasserie avant. Je me sers une bière tiède, la déguste avec le plus grand des plaisirs, avant d'ouvrir une boîte de petits pois, que j'avale froide bien entendu. 20 minutes d'arrêt. Voilà tout ce qu'il me fallut avant de remettre les pieds sur le bitume. Pas étonnant que depuis le début de ces événements, j'ai perdu 12 kilogrammes. Je faisais beaucoup de sport, d'athlétisme notamment, au moins 3 fois semaine. Cela me permettait d'exorciser un tant soit peu les démons du travail et de tenir une forme convenable. Et comme je n'avais ni femme ni enfant, je pouvais m'adonner à tous ces types de loisirs avec liberté. Il n'y avait peut-être que mon chien, que j'avais recueilli à l'automne 2016, qui me contraignait à certaines tâches et obligations. Ceci avant que celui-ci ne disparaisse au début de ces sordides incidents. Au fond de moi, je me convainc qu'il avait flairé la chose, et est donc parti au moment opportun, même si cela n'enlève pas la peine que j'ai eu à le perdre, lui aussi. 17h14, petite halte au bord d'un lac. Il y en a décidément beaucoup dans ce coin. Une petite gorgée d'eau vient hydrater ma gorge sèche. D'ailleurs, je m'en vais prendre un bain. La température doit être à 13 degrés tout au plus, mais elle reste toutefois nettement supérieure que la qualité de celle qui sortait de la douche. Je sors et m'essuie en me rendant compte qu'au loin flotte le cadavre d'un homme. Blasé par ces stéréotypes, je me dis tout de même que cela ferait un beau tableau sous l'inspiration de Géricault. Ainsi se termine la journée. Je prends siège dans un petit chalet en bord de route pour passer la nuit. Et ainsi de suite le lendemain. Et ainsi de suite les jours suivants. 19 janvier. Une semaine exactement que je marche. J'ai dû parcourir environ 100 km. Je suis dans les temps. Il faut dire que pour l'instant, les rôdeurs se font rares. Fausse joie. Le 20 janvier, voici au loin toute une tribu qui avance à travers les bois. Et c'est parti pour le premier sprint. Mon essoufflement est tel, à la fin de cette chevauchée, qu'il me paraît essentiel de faire une pause. Récupération, d'un œil évidemment. Ce coin en est peuplé. En 3 jours seulement, j'ai dû croiser 5 meutes, en ouvrant au passage le crâne de l'un d'eux à coups de pierre. Si je vous choque, méditez sur le choix suivant. Lui ou moi. Je passe un cap difficile le 25 janvier. Et c'est à cet instant précis que je me vois renoncer, faire demi-tour. Pour contrer cette folie qui me traverse violemment l'esprit, je me prends quelques jours de repos. Je choisis attentivement l'endroit où je vais m'installer, une spacieuse maison sur les hauteurs, un mât, comme les appellent les gens du terroir. D'ici, je surplombe les routes et vallées, et mon Dieu qu'il est bon de prendre de la hauteur. Dieu, tiens, parlons-en, puisque nous avons le temps. Sous cette touffeur, ce concept d'un être suprême continue de heurter ma raison. Me revient à la mémoire les propos tenus par Mère l'Église au commencement des faits, dénonçant l'inactivisme religieux des peuples, comme quoi il s'agissait là d'une prédiction avérée par la Sainte Bible en personne. L'heure du jugement, mes frères, proclamait-il avant de se faire arracher la carotide par la pire des créations divines. Si Dieu existait, alors jamais il n'avait approché le diable de si près. Comment croire aujourd'hui ? Comment ne pas s'obstruer les oreilles, se coudre la bouche et se crever les yeux à coups de vérité ? Je me remis sur pied le 29 janvier, et moi aussi, je succombais à la facilité des mots. J'accrochais sur le mur un croquis en noir et blanc où il était inscrit « Que le néant te protège », avant de claquer la porte d'entrée. Je commençais à être malade. Le nez et la gorge me brûlaient, les yeux me piquaient. Il faut dire que ce satané vent ne favorisait rien.
Mais avancer était la chose la plus importante, d'autant que je sentais encore vaciller en moi cette envie de tout stopper. Il aurait été facile et légitime de se jeter d'une falaise, et d'ainsi arrêter l'infernal mécanisme. Mais la nature humaine détient à l'évidence plus de ressources que de connues. Malgré tout, mon énergie et ma volonté s'estompaient. Bientôt 2 semaines que j'arpentais les contrées nouvelles. Les paysages se ressemblaient, chaque lever du soleil à l'identique de la précédente. La lassitude me gagnait et je traînais encore ce sale rhume. Le 3 février, tandis que je traversais une grande place d'un blanc éclatant, au loin, je vis comme des mots écrits sur du papier. Je m'approchai et vis qu'il était en réalité marqué en rouge « Ici, survivant » sur un large drap. L'idée d'ignorer ce message faillit me faire passer chemin, mais après tout, pourquoi ne pas aller jeter un œil ? Le drap était posté devant la fenêtre du 3e étage d'un appartement, et avant que je ne franchisse le seuil de l'immeuble, la porte s'ouvrit avec derrière un homme pointant un arsenal sur mon torse. Accueil hostile, mais néanmoins justifiable. J'aurais vraisemblablement tenu le même comportement. Après quelques signes qui indiquèrent que j'étais bel et bien un des siens et non un succube, il m'indiqua que je pouvais monter, ce qui fut une grossière erreur de ma part. Dès les premiers échanges, mon instinct me disait qu'il y avait quelque chose de suspicieux. Dans les chambres qu'habitait ce vieillard, des tonnes de prospectus, des boîtes de conserve bardaient le sol. L'insalubrité était terrifiante. Il m'offrit un café aussi immonde que ceux que l'on pouvait d'antan goûter dans les relais d'autoroute. Dans un monologue sans fin, il me parla de son passé, de la situation qui l'avait amené ici. Il dut traverser les légions de l'enfer, pleurant maintes fois sur son sort et celui des siens. Son passif semblait selon lui le pire de tous, mais comme je l'ai déjà signalé précédemment, nous partagions tous à quelques détails près la même histoire. Il me proposa de rester dormir pour la nuit, me posa des questions sur mon passage dans la ville, je répondis que je n'habitais pas loin d'ici, et que je dus fuir. Il n'avait pas à savoir la vérité. Après un repas digne des infects fast-food, il partit se coucher. Il était 20h45. Il m'avait préparé un matelas dans le salon, et comme je n'avais guère sommeil, j'en profitais pour scruter les parages. Ne sachant pas par où commencer dans ce désordre, je soulevais des tonnes de papier, d'objets plus inutiles les uns que les autres. Tout ce ramassis me faisait penser qu'une tornade avait dû passer par ici. Des photographies de famille jaunies au mur, de vieux articles de journaux entassés sur un poussiéreux miroir, des lambeaux de tissu sale au porte-manteau. Tout un amas de boîtes de céréales était disposé de manière conique sur la cheminée, de même qu'une pyramide de paquets vides de cigarettes sur la table du salon. Autant de détails croustillants révélant la stabilité mentale de l'individu. Instabilité dont j'aurais pu faire les frais, si vieux briscard que j'étais, je n'avais pas pris mes précautions en suivant mon immuable loi. Je m'étais placé sur la chaise, dans le coin à l'arrière de l'âtre, la vue sur le matelas qui avait été amicalement disposé par mon hôte. Les sourcils froncés et les regards acérés, je me figeais dans le silence. Vers les 3 heures du matin, je le vis passer la porte, s'approcher lentement de la paillasse et tirer en rafale. Dans une extrême sauvagerie, je lui sautai au cou, avant de l'empaler cruellement de toute la longueur de mon sabre. Un cri aiguisé parcourut l'édifice, et le sang coula à flots sur les lattes du parquet. Baptême du feu pour celui qui n'avait jamais ôté la vie à l'un de ses semblables. En tout cas, pas à un non-infecté. Et je regardais son corps inanimé recouvrir les agrégats de la pièce, sans à aucun moment n'avoir de regret. Pas même un battement accéléré de cet organe au beau milieu de mon être. Les âges avaient définitivement fait de moi un tueur, un authentique prédateur avec comme seule petite frayeur « à quand le serais-je pour moi-même ?» Je ne connaissais pas les motivations de cet homme, ce qui l'avait poussé à avoir ce profil meurtrier. Pour être franc, je ne m'en souciais guère. Siégeait cette intuition. Vivrais-je moi aussi assez vieux au point de m'enliser dans les méandres de la démence ? 5 février. Le ciel est capricieux, autant que mes jambes à passer les vallons de cette campagne sans fin. Au loin, j'aperçois un mort. Il titube de droite à gauche. À 100 mètres l'un de l'autre, ils foncent vers moi. J'ai 15 petites secondes pour me décider. Sabre ou fusil ?
Dilemme cornélien. Le choix est fait. D'un coup sec, je lui tranche la tête. Elle roule sur 10 bons mètres avant de s'immobiliser. Ses yeux bien ouverts et remplis d'hémoglobine me regardent, comme coupable, accusateur. Mais ma route doit se poursuivre. Je prends comme rituel de noter le nombre de morts que j'ai triés durant ce trajet. Pour ce faire, je me fais une petite entaille sur l'avant-bras. Pour le moment, 4 cicatrices sont apparentes. Je commence à manquer d'eau. J'essaye donc de me raccorder à une bourgade afin d'y trouver ce dont j'ai besoin. Après 40 minutes à travers champs, j'erre dans les artères d'un petit hameau. Dans l'unique ruelle pentue qui semble traverser ce patelin, il y a au fond à droite le logo d'une épicerie. Je m'y dirige donc. Avant que j'aie le temps d'amorcer un rictus de satisfaction, une armée de morts surgissent devant moi, comme sortie de nulle part. En une fraction de seconde, je m'en rends à l'évidence. Si je combats, je meurs. Si je cours, l'un d'eux me rattrapera très certainement pour me virer vers la même finalité. Alors je prends la première porte qui vient. Elle est fermée. La deuxième également. La sueur commence à sentir le trépas. La troisième est la bonne. Je me précipite dans la cage d'escalier, montant les marches comme un dératé. Je me rends au dernier étage dans les locaux techniques. Il y règne une forte odeur de plomb, de métal. La tuyauterie poreuse laisse des infiltrations sur le plancher en ciment. Je me cache à l'intérieur d'un placard électrique, la porte légèrement entrebâillée. J'arme mon fusil le plus silencieusement possible, attendant l'opposant non sans peur. Il se pourrait bien que cet endroit abject soit mon caveau. Je ne m'étais pas préparé à cette éventualité. Il se passe une longue minute, puis 10. Rien ne vient. Que dois-je faire ? Sortir serait suicidaire, alors je patiente encore, les bras raides comme du parpaing. Rien n'est venu cet après-midi-là. Je pus sortir de ma tanière sans encombre, regagnant l'épicerie aisément. Les morts ne sont décidément pas de grands staccanovistes, et c'est tant mieux. Samedi 9 février. Un mois pile que je suis parti. Je suis en retard sur mon calcul. Pire, je ne sais pas du tout où je suis. Le nom des villes ne m'évoque rien, pas plus que les perspectives confuses en face de mes iris. Les terres en jachère ne sont point ravissantes pour les yeux. Et puis, ce coin est à la fois sec et humide. Je ne saurais l'expliquer. Il faut attendre le 13 février pour qu'un panneau indiquant la direction d'une station balnéaire me redonne un brin d'allant. Il était indiqué sur ce panneau 52 km. J'en ajoutais 8 et le chiffre était bon, soit le point fatidique, à 3 jours de marche à peu près. 15 février. Des arômes familiers se font deviner. Mes papilles se réveillent au bon souvenir de cette senteur si particulière que l'on trouve sur les côtes de notre beau pays. Je suis épuisé. Le poids du voyage s'accumule d'un coup. Le fardeau de l'attente se fait lourd également. Au soir, j'atteins ce grand boulevard qui hier encore était bordé de campings 3 étoiles. Une route interminable d'1,5 km et je suis au bout de mes peines. Chapitre final. Apocalypse. Ça y est, je franchis le point levé, le giron de ma ville. J'ai l'impression d'avoir parcouru le monde entier. Je m'adosse à celui-ci, posant lourdement mon attirail sur l'herbe ensoleillée. Même si cela fait 7 ans que je n'ai posé les pieds dans ce village, je reconnais absolument tout. À l'entrée sur la droite, il y a toujours la droguerie, puis une boutique d'art. Un peu plus loin un coiffeur, puis un fleuriste. Enfin, une des 3 rues piétonnes est toujours habitée par un boucher et un bar. Rien n'avait effectivement changé, sauf que je suis bien seul à estimer ce précieux moment. Bien seul à expirer de jubilation pour avoir réussi le délicat pari d'arriver vivant. Il ne me restait maintenant plus qu'à rejoindre la maison, le numéro 5 d'une petite allée paisible située de l'autre côté de la ville, soit exactement à 11 minutes du centre. Je passe devant l'église, comme un drôle de cygne. Elle est dévastée, quasiment en ruine. Quelques cadavres en décomposition sont étendus sur le parvis de la mairie, des ossements et des membres sur les trottoirs de l'avenue menant à la mer. Il y a ici comme un parfum de sentence. Un malaise s'installe, je me sens chaviré, le ventre noué, certainement pas par la faim, mais par la faim et les résurgences. Mon cerveau est en surchauffe. Je croule sous une masse de sanglots.
l'accumulation de toutes ces étapes. Pas si près du but, me dis-je. Je suis bien obligé de me redresser. Un mort fait son apparition au devant de la banque, poussant des cris infâmes. Je lui transperce la chair, tandis que ses intestins se répandent dans le caniveau. Aux frontières de la haine, je m'acharne à lui piler la boîte crânienne, encore et encore, jusqu'à ce que ses os ne soient plus qu'escarbilles. Je suis exténué. Je me remets en marche en trottinant. Je suis à 800 mètres maintenant, peut-être moins. L'ultimatum s'accroît. Je passe devant la maison d'un ami de mes parents, chez qui je joue au ballon. C'était hier. Le lierre et le lichen recouvrent toute la façade. Le bois des arbres est en décomposition. Le toit s'écroule. Je trébuche à cause des graviers et me fais une vilaine plaie au genou. Ça y est, j'aperçois le dernier virage. Encore 200 mètres. Je tente une folle accélération, mais mes forces ne me le permettent pas. Numéro 11, 9, 7. Passage de la banderole. Je suis arrivé. Pas le temps de m'apitoyer. J'escalade tant bien que mal le muret puisque la barrière est haute et fermée, et m'en vais saisir la clé, que mes parents cachaient sous quelques pommes de pin à côté du cabanon. Elle est bel et bien là. J'ouvre la porte arrière, referme derrière moi. L'humidité est à son summum. Cela en pèse dans toute la maison. Pas le temps de faire une vérification générale. Je file dans la première chambre venue, balance au sol mon équipement, et m'effondre misérablement sur le lit. Il est 19h48 lorsque mon corps décide de doucement se réanimer. Une enclume a remplacé mes méninges. Il fait noir comme dans un puits. J'ouvre lentement les volets. Il laisse entrevoir le jardin en friche. La terrasse est couverte de feuilles, de ronces et de sable. Pas un centimètre carré n'est libre d'espace. Je résoudrai ce problème ultérieurement. Pour l'instant, l'urgent est de prendre une douche. Je tourne les robinets d'arrivée d'eau, coule alors un liquide jaunâtre, peu ragoûtant. Je laisse les impuretés se dissiper, puis je savoure de nouveau les joies de l'eau. En parlant de cela, demain sera l'occasion de revoir l'océan. Après une bonne nuit de sommeil, cela risque d'être grandiose. En me décontractant dans le canapé du salon, je fais un bref bilan de mon escapade, en me disant qu'au final, j'ai rencontré fort peu de concurrence. 6 incisions sont rougeâtres sur mon avant-bras. C'est plutôt étonnant d'ailleurs, que dans un pays où les morts vivants se comptent par millions, je n'ai croisé qu'un faible pourcentage de leur ethnie. Je ne vais point m'en plaindre, mais tout de même, le questionnement vaut la peine d'être émis. Sont-ils en train de disparaître, eux aussi ? Vraisemblablement que le manque de chair fraîche et de vivres les pousse dans leur dernier retranchement. Terminus cartésien, plus de nourriture, plus de virus. Si seulement nos scientifiques avaient su cela plus tôt, ils n'auraient pas cherché midi à 14h. En ouvrant le minibar en dessous de la télévision, qui entre parenthèses est revêtu d'une couche d'1,50 cm de poussière, je trouve un reste de vieux rhum. Sans hésiter, je m'en sers une dose à faire pâlir un pilier de comptoir. Il est absolument exquis, un goût à la fois fort et suave, un plaisir sans précédent pour l'étranger venu du sud. La quête achevée du Graal pour le Templier qui, par vents et marées, a renversé les armées modernes. Et quelle satisfaction de subsister dans l'obscurité pendant que ses compatriotes y ont trouvé parti. Être le dernier de sa dynastie, la victoire du poing sur le sang. Je souris. Pour la première fois depuis si longtemps, je souris. 21h04. 800 grammes d'haricots rouges en boîte sont opportuns. Pendant que je les ingère à grands coups de fourchette, des résonances envahissent ma sérénité. Des gémissements venus de l'extérieur. Je ne suis plus tout seul dans l'arrondissement. La bougie tremblote, je l'éteins pour ne point alarmer l'intrus. Cela recommence, cet ignoble ressenti d'être traqué, comme chassé par des hyènes. Cette condition reste malgré tout un fil rouge existentiel, qui ne se différencie donc pas d'un territoire à l'autre. Ces rugissements sont en plus loin de s'apparenter à des murmures. Ces vociférations stridentes vous empoignent le cœur et vous distillent les viscères comme un rude étau qui se referme sur le front de vos peurs, sur le fond de votre vie. En habitué, je m'en vais bouquiner dans la chambre qui fut mienne. Étant môme, je l'avais décorée et peinte tout de rouge. Encore un point qu'il faudra que je modifie. Cette couleur n'est clairement plus synonyme d'empathie aujourd'hui.
J'ai la tête qui tourne. Un vertige s'empare de moi. Je crois que j'ai trop bu. Et trop vite. Les 60% de ce breuvage sont assassins. Je m'effondre. J'avais oublié que les nuits étaient frisquettes par ici. Laisser la fenêtre ouverte n'était pas une bonne idée, surtout au mois de février. Le planning du lendemain m'obsède. La hâte et l'empressement m'empêchent de trouver le sommeil. Je tourne et tourne encore dans les draps, mais je suis bien trop sous tension pour espérer clore les yeux si facilement. Je regarde l'heure une première fois à 2h17, puis à 3h02, avant que Morphée ne m'emporte enfin. Demain est un autre jour, où les aspirations de la quiétude ne seront plus une illusion, mais une évidence. 16 février, 9h38. Mon corps s'érige comme il le peut à la verticale. Le soleil présage une lumineuse journée. Tout est calme. Le vent léger fait chanceler les branches des pins. Il est temps pour moi d'aller visiter les bords de plage. Je ne puis plus attendre. Je m'équipe d'une serviette de bain rangée comme de coutume dans le placard de la salle. J'emporte aussi cette délicieuse liqueur qui la veille m'a vu dégringoler. Et bien sûr, mon cher compagnon de fortune, mon partenaire éternel, ce sabre, marqué par les lésions, qui a autant que son propriétaire découpé bras, jambes et âmes aux intrigants venus croiser le fer. D'ici à la mer, il y a 10 minutes de marche. Et qu'est-ce que 10 minutes pour moi, si ce n'est une banalité? Je pourrais prendre un vélo, me remémorant ainsi la jouvence enfantine. Mais j'ai bien peur que le frottement des pneus sur le goudron n'éveille la curiosité féroce des résidents du coin. Alors j'enfile mes chaussures plus qu'usées et pars à la rencontre des rivages. Seule prise de risque, le passage par la forêt, qui toutefois est spacieuse et dégagée. Mes plantes de pied touchent ce sable, anonyme depuis tant d'années. Il est chaud et me met au supplice du bonheur. J'entrevois les combes arides se dessiner devant moi. Une effluve de sel vient me caresser les lèvres, et mon esprit se chamboule. Je descends la maigre pente qui sépare le ponton de la mer. Je m'arrête. C'est marée haute, mais les vagues sont infimes. Le sable est plus gris que dans mes souvenirs, la couleur de l'eau aussi. Mais ce n'est pas cela qui va venir gâcher la fête. Je me pose sur la portion trempée, esquisse un regard à gauche et à droite. Il n'y a rien à l'horizon. Pas même le bourdonnement infructueux d'un indésirable. À cet instant précis, je me dis que je suis seul au monde. Actionnaire d'une concession d'après-guerre, libre de bâtir les landes à ma guise et d'en faire ma propriété. Vil retour aux fondements sociétaux et empiriques qui naguère faisaient partie de nos tabloïds. La soif insatiable de vouloir plus. J'actualise la formule. Je suis bien prophète en mon royaume. Sur ces songes, je m'assoupis. La brise se fait fraîche. Mes joues bleuissent sous l'air marin. Je monte au 7e ciel. Tout est loin derrière. Les étapes de ma vie fondent en rafales et étincelles. Un inédit état de fait vient à ma conscience. Une place dissimulée entre paix et ascension. Il n'est d'apaisement que dans l'imaginaire. Et la lumière s'en allant de mes yeux, sans que les mots ne me viennent. Je me réveille brusquement. Nous sommes un samedi, comme des centaines avant, même des millions me semble-t-il. 11h26 à ma montre, dans cet appartement, prisonnier. Tout était faux. Je réalise l'ampleur de l'abominable vérité. Les braillements dans le couloir se font de plus en plus pressants, de plus en plus monstrueux. Si seulement je ne m'étais pas rendormi. Je sors affolé sur le balcon. Les morts tapissent le parking de la résidence. Ils sont des milliers, les yeux gorgés de sang à me fixer. Je les entends cogner brutalement les murs. Leur hurlement me perfore le tympan. Ils détruisent la porte, piétinent mon sol et se dirigent vers moi. Assis sur le bord du lit, les larmes chaudes au désespoir, je pousse un horrible cri, puis saisis le fusil posé sur la table de chevet. Un bruit sourd éclate dans le ciel, laissant les ténèbres envahir l'éternité.